Derrière les stars de cinéma, c'est bien plus qu'une simple chaîne. C'est un voyage intime au cœur des légendes, un regard profond derrière le rideau, là où se cachent les vérités que le grand public ne soupçonne même pas. Aujourd'hui, nous vous emmenons dans l'univers d'une icône de la chanson française, Sheila. À 79 ans, celle qui a traversé les décennies avec élégance, énergie et discrétion vient de briser le silence. Un silence lourd, gardé pendant des années. Et pour la première fois, elle se confie. Non pas sur sa carrière, ni sur ses succès, mais sur son cœur. Un aveu intime, bouleversant. Une vérité qu'elle a longtemps gardée pour elle seule. Un amour qu'elle n'a jamais pu oublier. Pourquoi maintenant? Pourquoi après tant d'années de réserve et de retenue, Sheila a-t-elle décidé de tout dire? Qui est cet homme qui a marqué sa vie au point d'habiter son silence pendant des décennies? Et surtout, que s'est-il vraiment passé entre eux? Cette confession, Sheila ne l'a pas faite à la presse People. Elle ne l'a pas transformée en scandale. Elle l'a offerte avec pudeur, sincérité et émotion. Et ce que nous allons vous révéler aujourd'hui pourrait bien changer à jamais la manière dont vous voyez cet artiste hors norme. Restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo, car derrière la star se cache une femme, et derrière la femme, un secret. Bienvenue dans Derrière les stars de cinéma. La pendule ancienne du salon égrenait les secondes dans un silence épais. Seule, dans sa grande maison, baignée de lumière tamisée, Sheila fixait la lettre entre ses mains. Ses doigts, encore fins et élégants malgré le temps, tremblaient à peine. C'était un matin de juin, un de ces jours où l'air semble figé, comme suspendu en attendant qu'un aveu, une décision ou un souffle d'émotion le traverse. 60 ans. C'était le nombre d'années qu'elle avait gardé ce secret. Et ce matin, elle avait décidé de le rompre. Elle s'assit lentement sur le grand canapé en velours vert, ses pensées virevoltant entre passé et présent. Dans la cheminée éteinte, des cendres froides semblaient encore contenir les échos d'hiver anciens. Elle avait connu des milliers de visages, des centaines de scènes, des salles pleines d'applaudissements. Mais au fond d'elle, il y avait toujours eu ce vide, un nom, une silhouette, une voix restée en arrière. Il s'appelait Julien. C'était en 1963. Elle n'avait que 18 ans. La France vibrait au rythme de ses chansons. Et lui, il était là, discret, observateur. Un jeune ingénieur du son aux yeux sombres et à la voix calme. Il ne lui avait jamais fait de déclaration. Et elle non plus. Tout s'était joué dans des regards, des silences, des gestes retenus. Elle était alors fiancée à sa carrière, et lui, lié par une promesse familiale qu'il n'a jamais rompue. Ils s'étaient aimés en silence. Puis la vie avait poursuivi sa course, comme un train lancé à toute vitesse, album, tournée, mariage, drame, un fils adoré, puis perdu. Et Julien, lui, s'était effacé, comme une brume au matin. Ils ne s'étaient plus jamais parlé, mais il était resté là, quelque part en elle, comme une chanson jamais terminée. Ce matin, elle avait appris qu'il était malade. Une amie commune lui avait confié que Julien ne passerait sans doute pas l'été. Alors quelque chose s'était brisé, le silence. Cette forteresse qu'elle avait construite au fil des années, brique après brique, faite de pudeur et de regrets. Elle avait pris un papier, un stylo, et elle avait écrit, pour la première fois, pour lui, pour elle. Mon cher Julien, tu vas peut-être être surpris de recevoir ces mots. Moi-même, je suis encore étonné d'avoir eu le courage de te les écrire. Je me suis tu trop longtemps. J'ai fait passer ma peur avant mes sentiments. J'ai laissé filer le bonheur entre mes doigts, comme du sable, persuadé qu'il reviendrait. Mais il ne revient jamais. Elle s'arrêta, le cœur serré. Elle releva les yeux vers la fenêtre. Le jardin, dehors, semblait frémir sous le vent léger. Elle reprit. Il m'a fallu 60 ans pour admettre que je t'aimais. Je t'aimais avec la force d'un amour que l'on ne peut pas nommer, parce qu'il n'a jamais été vécu. Un amour suspendu, figé dans le temps. Et aujourd'hui, il me ronge de ne jamais te l'avoir dit. Alors je te l'écris. Tu as été, et tu es encore, l'amour de ma vie. Les mots sortaient enfin. Des mots longtemps emprisonnés dans sa gorge. Elle relut la lettre une dernière fois, puis la glissa dans une enveloppe blanche. Elle hésita un moment, comme si elle pouvait encore reculer. Mais non. Il n'y avait plus de place pour le doute. À son âge, on n'a plus rien à perdre, seulement à offrir. Sheila se leva du canapé, la lettre à la main. Ses jambes la portaient encore bien, mais c'était autre chose qui la faisait chanceler, l'émotion. Ce sentiment, brutal et doux à la fois, qui l'enveloppait comme une vague venue du passé. Elle monta lentement l'escalier vers le bureau, là où elle gardait ses souvenirs les plus précieux. Ce bureau n'était
Pas un simple lieu de travail. C'était un sanctuaire. Sur les étagères, des dizaines de carnets, des lettres, des photos. Tout y était soigneusement rangé, comme si elle savait, au fond d'elle, que le passé finirait par réclamer sa place. Elle ouvrit un tiroir et en sortit une vieille boîte en fer. La peinture était écaillée, le couvercle grinçait un peu. À l'intérieur, un monde figé dans le temps. Des polaroïds des années 60, des coupures de journaux, une vieille montre cassée et un ruban bleu. Ce ruban, c'était celui que Julien lui avait discrètement noué autour du poignet lors d'un enregistrement à la radio, en 1965. Un geste discret, tendre, invisible aux yeux du monde. Elle l'avait gardé. Tous ces objets n'avaient leur de valeur que pour elle. Et pourtant, ils pesaient des tonnes. Ce n'étaient pas des souvenirs, c'étaient des fragments de vie inachevés. Elle sentit un pincement au cœur. Pourquoi avait-elle attendu? Pourquoi avait-elle fui cet amour si pur, si vrai? La réponse était là, dans chaque choix, chaque détour, chaque silence qu'elle avait consenti à vivre. Elle avait toujours préféré le contrôle, la perfection, l'image. Mais l'amour n'est jamais parfait. L'amour ne supporte pas l'attente éternelle. Quelques jours passèrent. Elle n'avait pas encore posté la lettre. Chaque matin, elle la prenait, la regardait, la posait. Elle la relisait parfois, se demandant si chaque mot était juste, s'il portait assez de vérité ou trop de douleur. Elle pensait à lui constamment, aux détails qu'elle croyait oublier. Julien avait une manière bien à lui de la regarder. Il ne la dévorait pas des yeux comme les autres hommes. Lui, il observait. Il la regardait comme on contemple un tableau, non pas pour ce qu'il montre, mais pour ce qu'il cache. Il lui parlait peu, mais quand il le faisait, c'était toujours pour lui dire quelque chose d'essentiel. Une fois, alors qu'ils attendaient dans un couloir pour une émission, il lui avait dit « Tu as une voix qui ne s'écoute pas, elle se ressent ». Elle s'en souvenait encore. Personne ne lui avait jamais dit ça. Les autres louaient sa technique, son énergie, son succès. Mais Julien, lui, parlait à son âme. Et elle n'avait pas eu le courage de lui répondre ce jour-là, elle n'avait pas su. Un matin de juillet, elle se leva avec une clarté inhabituelle dans l'esprit. Le ciel était pâle, presque transparent. Elle prit la lettre, enfila son manteau et sortit. Chaque pas dans la rue résonnait dans sa tête comme une décision qui s'imposait enfin. Elle arriva devant la boîte aux lettres, rouge, usée, familière. Elle glissa l'enveloppe dans la fente. Elle ne sentit pas de soulagement. Ce n'était pas une libération. C'était une ouverture, une faille dans le barrage. Et à travers cette faille, les émotions affluèrent. Elle ne pouvait plus revenir en arrière. Elle avait dit la vérité, à lui et à elle-même. Les jours passèrent, lents, suspendus. Pas de nouvelles. Elle vérifiait le courrier tous les matins, guettait un appel, un message, rien. Le vide. Et dans ce vide, 1000 pensées. Et s'il ne l'avait pas lu? Et s'il ne l'avait pas cru? Et s'il l'avait oublié? Non, elle ne pouvait pas croire ça. Pas lui. Et pourtant, le silence continuait. Il avait toujours été maître de son temps, de ses gestes. Peut-être que cette lettre avait réveillé en lui des douleurs trop anciennes. Peut-être qu'il n'avait plus la force. Elle retourna dans le bureau, ouvrit un autre carnet, un de ceux qu'elle n'avait jamais montré à personne. Elle y avait écrit son quotidien pendant près de 20 ans. Ce journal intime était rempli de son absence. Chaque page parlait de Julien sans jamais le nommer. Des regrets camouflés, des si murmurés à demi-mot. Un après-midi d'août, le téléphone sonna. Elle hésita à répondre. Un pressentiment étrange lui noua la gorge. Elle décrocha. « Allô ?» Un silence. Chez la question marque. C'était Lise, la fille de Julien. Son cœur s'arrêta. Elle ne s'attendait pas à ça. « Il a reçu votre lettre. Il ne pouvait pas répondre. Il est très fatigué, mais il m'a demandé de vous appeler. Il m'a dit, dis-lui que je savais, que j'ai toujours su. » Sheila ferma les yeux. Elle sentit les larmes monter, mais elle ne pleura pas. Pas tout de suite. « Merci, » murmura-t-elle. « Merci de m'avoir appelé. » La jeune femme reprit, la voix chargée d'émotion. « Il garde le ruban. Celui que vous avez gardé aussi, non? Il m'a raconté tout. Enfin, Julien mourut quelques semaines plus tard. Sheila ne put aller à l'enterrement. Pas par peur du regard des autres, par respect. Ce qu'ils avaient à partager ne demandait pas de fleurs, ni de discours. C'était un chant silencieux, une symphonie intérieure, une onde qui les avait reliés toute une vie. Elle retourna à la scène cet automne-là, mais quelque chose avait changé dans sa voix. Moins de puissance, peut-être, mais une émotion nouvelle, profonde, sans barrière. Ceux qui étaient là ce soir-là n'ont jamais oublié. Et quand elle chanta, elle murmura une phrase à peine audible dans le micro. Avant le dernier, la maison de son enfance se tenait là, immobile, comme un souvenir trop lourd pour se dissoudre.
une modeste bâtisse en meulière dans une banlieue grise, où les saisons passaient sans faire de bruit. C'est là que Sheila avait grandi. Entre les murs épais d'une famille que les mots fuyaient, Denise, sa mère, était une femme à la beauté sévère, le regard toujours un peu ailleurs. Elle avait été couturière, le dos courbé sur des tissus, les mains piquées d'aiguilles. Elle ne se plaignait jamais. Elle exécutait, jour après jour, le travail que la vie lui avait donné, comme une peine sans fin. Elle aimait sa fille, mais ne le disait pas. Pas parce qu'elle ne savait pas, mais parce que dans sa propre enfance, on ne le lui avait jamais dit non plus. André, le père de Sheila, était un homme d'un autre siècle, menuisier de métier, taiseux de nature. Il travaillait tôt, rentrait tard et parlait peu. Il n'y avait pas de violence, non, mais une absence de tendresse qui criait fort. Il ne haïssait personne, mais n'aimait pas non plus avec éclat. La seule chose qu'il regardait avec émotion, c'était ses outils, bien rangés dans leur boîte, comme une petite armée de fidèles. Dans cette maison, Sheila a grandi comme on pousse, entre les pavés, sans espace, mais avec une force farouche. Elle n'a jamais manqué de pain, mais de mots, oui. Alors elle a chanté, la première fois que Sheila a compris qu'elle était différente. C'était un dimanche d'hiver. Elle chantait doucement, toute seule, dans la chambre qu'elle partageait avec sa grand-mère. Sa voix montait, pure, sans effort. Denise, depuis la cuisine, s'arrêta un instant. Elle ne dit rien. Elle n'alla pas la voir. Mais ce jour-là, pour la première fois, elle cousit un petit foulard fleuri et le laissa sur le lit de sa fille, un geste au lieu d'un mot. La grand-mère, Rosalie, était la seule à parler vraiment. Une femme du Sud, qui avait fui la guerre avec des souvenirs pleins les valises, elle racontait des histoires, beaucoup trop pour quelqu'un de son âge. Elle riait fort, pleurait sans honte, et caressait les cheveux de Sheila avec une douceur étrangère à la maison. C'est d'elle que la jeune fille a hérité sa chaleur, sa capacité à ressentir tout trop fort. Mais Rosalie est morte un printemps. Et avec elle, la maison a perdu sa seule voix. Sheila a souvent imaginé qu'un frère aurait pu changer quelque chose. Quelqu'un pour partager le silence, pour le briser peut-être. Mais elle était fille unique. Et dans cette solitude, elle a appris à s'inventer une famille. À l'école, elle observait les autres, les mères qui embrassèrent leurs enfants, les pères qui venaient au spectacle. Le sien ne venait jamais. Et pourtant, le soir, elle chantait pour lui, espérant qu'un jour, il lui dirait qu'il était fier, mais ces mots ne viendraient jamais. À 16 ans, elle est montée sur scène pour la première fois, dans une salle de quartier, devant un public qui applaudissait à tout rompre. Ce soir-là, elle n'avait pas besoin qu'on lui dise qu'elle avait du talent. Elle l'avait entendu dans la réaction des autres. Pourtant, en rentrant, elle n'a rien dit. Son père, en train de réparer un meuble, n'a pas levé les yeux. Et sa mère lui a simplement demandé si elle avait mangé. Les années passèrent. Sheila grandit. Elle devint une étoile. Elle fut aimée, acclamée, désirée. Et un jour, elle tomba, amoureuse. C'était un amour rapide, imprévu, presque imprudent. Elle avait besoin de chaleur, d'un foyer, de ce qu'elle n'avait jamais eu. Alors, elle a dit oui, trop vite peut-être. L'homme en question n'était pas violent, mais il n'était pas à sa hauteur non plus. Il aimait son image, pas ses silences. Il aimait la chanteuse, pas la femme. Mais elle lui donna un fils, Ludovic. L'amour qu'elle porta à son fils dépassa tout. Elle lui donna ce qu'elle n'avait jamais reçu, des mots, des bras ouverts, une maison pleine de musique. Elle chantait pour lui, rien que pour lui. Mais l'histoire se fissura. Ludovic, en grandissant, se perdit. L'ombre de la célébrité, l'absence du père, les attentes trop grandes. Sheila fit tout ce qu'elle pouvait. Mais parfois, l'amour ne suffit pas. Quand il est à mort, à seulement 36 ans, le monde s'est effondré. Son monde. Elle ne chanta plus pendant des mois. Elle ne souriait plus. Sa voix était cassée, sa gorge nouée. Et dans ce deuil, elle retrouva ce qu'elle avait fui, le silence familial. Des années plus tard, Sheila retourna dans la maison de son enfance. Elle y alla seule, un matin d'hiver. La bâtisse était vide, abandonnée. Les papiers jaunis sur le sol, les vitres cassées. Mais l'odeur était la même, un mélange de cire et de souvenirs. Elle monta à l'étage, entra dans sa vieille chambre. Le lit n'était plus là, mais dans le coin, une boîte à musique gisait encore. Elle la remonte. Une mélodie s'éleva. C'était une chanson que sa grand-mère fredonnait. Et là, au milieu de la poussière, Sheila pleura. Pas parce qu'elle était triste, parce qu'elle se sentait, enfin, libre d'aimer cette famille, imparfaite, mais profondément humaine. Aujourd'hui, Sheila vit dans une maison pleine de lumière. Il n'y a plus de silence. Il y a des photos de Ludovic, des objets de son père,
les ciseaux de sa mère et une petite nappe brodée par Rosalie. Elle parle d'eux, souvent, à ses amis, à ses fans. Elle chante encore, mais autrement. Sa voix est plus grave, plus douce. Elle n'a plus besoin de prouver, elle raconte, elle transmet. Elle a compris que sa famille, aussi douloureuse qu'elle ait été, est sa plus grande force. Parce qu'elle en vient, parce qu'elle l'a transcendée. Et un soir, sur scène, devant une salle pleine, elle a dit « Je chante pour ma mère, qui n'a jamais su dire « je t'aime ». Je chante pour mon père, qui ne savait pas écouter. Je chante pour mon fils, qui m'a tout appris. Je chante pour moi, pour vous, pour nous. » Et la salle s'est levée. Pas pour applaudir la chanteuse, mais la femme, la mère, la fille. Sheila est née dans une maison qui semblait défier le temps. Plantée là comme un vieux chêne au milieu d'un terrain vague, isolé du monde par des murs épais et une succession de secrets bien gardés. Ce lieu n'était pas seulement une habitation, mais un sanctuaire de silences et d'ombres, où chaque recoin racontait une histoire que personne n'osait vraiment nommer. Sa mère, Denise, était une femme à la voix douce, mais rare, qui se déplaçait dans la maison comme une présence fragile, invisible presque. Elle avait grandi elle-même dans la pauvreté, dans une famille où l'expression des sentiments était un luxe interdit. Denise travaillait dur, souvent debout des heures entières, cousant à la lueur d'une lampe fatiguée, offrant à Sheila un amour fait de gestes plus que de mots. Chaque point de couture semblait enfermer un message muet, un désir de protéger sa fille contre les tourments du monde extérieur. André, le père, était l'homme du silence. Menuisier de métier, il revenait chaque soir couvert de sueur et d'une fatigue qui semblait creuser un fossé entre lui et sa famille. Il parlait peu, ne souriait presque jamais, et son regard semblait souvent perdu dans un ailleurs qu'aucun autre ne pouvait atteindre. Sheila sentait chez lui une sorte de lourdeur dans l'âme, un poids invisible qu'il traînait sans jamais se confier. Ce père absent dans sa présence physique mais aussi émotionnelle marqua profondément l'enfance de Sheila. Dans cette atmosphère empreinte de retenue, Sheila grandit avec une soif de lumière et d'affection qu'elle ne trouvait pas chez ses parents. Elle cherchait des échappatoires dans la musique, dans le chant. Sa voix, claire et pure, était comme un cri d'espoir dans un monde figé. Très jeune, elle comprit que le chant pouvait combler les vides, exprimer ce qui restait enfoui au fond de son cœur. Les jours passaient, les saisons changeaient, mais la maison semblait figée dans un éternel hiver intérieur. Ludovic, son fils, fut pour Sheila le véritable trésor de sa vie. Dans ses bras, elle retrouva la tendresse qu'elle avait tant cherchée. Elle lui offrit ce qu'elle-même n'avait jamais reçu, des mots d'encouragement, des gestes affectueux, une présence sans faille. Mais la vie, capricieuse, n'épargna pas cette nouvelle génération. Ludovic, à mesure qu'il grandissait, porta lui aussi ses blessures invisibles. Entre l'ombre du succès de sa mère et ses propres tourments intérieurs, il s'enfonça dans un labyrinthe où l'amour maternel peinait à l'atteindre. Sa disparition prématurée fut un coup de tonnerre dans l'existence de Sheila, brisant ce fragile équilibre qu'elle avait construit avec tant d'efforts. Pour Sheila, la famille n'a jamais été un simple noyau de personnes liées par le sang, mais un réseau complexe d'émotions, de non-dits, de blessures et de réconciliations invisibles. Les relations avec sa mère et son père, empreintes d'une froideur apparente, étaient en réalité des jeux d'ombre, où chaque geste contenait une signification profonde. Leurs silences étaient lourds de regrets et de peur, comme s'ils redoutaient et que les mots prononcés ne détruisent ce qui restait encore d'intact. Le poids des générations se faisait sentir partout. Sheila se souvenait des histoires que sa grand-mère, Rosalie, lui racontait parfois, des récits d'exil, de guerre, de pauvreté. Rosalie était la voix brisée, mais vivante d'un passé tumultueux, la seule à oser briser le silence familial, avec ses paroles rudes mais sincères. Sa disparition laissa un vide immense, renforçant encore la solitude affective qui pesait sur Sheila. Malgré tout, Sheila avait appris à lire entre les lignes, à déchiffrer les émotions cachées dans un regard furtif, un soupir retenu, un sourire rare. Elle comprit que l'amour pouvait prendre des formes inattendues, qu'il ne se mesurait pas toujours en mots, mais aussi en fidélité, en endurance, en petites attentions invisibles. Cette compréhension lui permit de pardonner à ses parents, de les aimer malgré leurs failles, dans ses chansons, dans ses confidences. Sheila transmet cette vérité. Que l'amour familial est un territoire complexe, parfois difficile, mais toujours essentiel. Elle a rompu le silence, non pas en criant, mais en parlant avec la voix du cœur, pour que ceux qui l'écoutent comprennent que derrière chaque visage se cache une histoire, une blessure, une lumière qui ne demande qu'à être entendue. Sheila n'avait jamais accordé à son patrimoine matériel une importance superficielle. Pour elle, chaque bien, chaque objet, chaque maison possédait une âme, une histoire, un fragment de vie chargé de sens. Son patrimoine n'était pas qu'une simple accumulation d'actifs.
C'était la mémoire vivante de son parcours, la trace des générations, des combats et des rêves. Au cœur de son patrimoine immobilier se trouvait la vieille maison familiale, située dans une banlieue parisienne qu'elle avait quittée depuis longtemps, mais où elle revenait parfois, attirée par les racines invisibles. Cette bâtisse en meulière, avec ses fenêtres à petits carreaux et son toit d'ardoises usées, avait été léguée par sa mère Denise. À l'intérieur, malgré l'usure du temps, chaque pièce racontait une histoire, le parquet craquant, les moulures d'un autre siècle, la cheminée en pierre dont la fumée avait chauffé tant d'hivers. Sheila voyait cette maison comme un coffre-fort de souvenirs, un trésor fragile. Les meubles anciens, transmis de génération en génération, étaient pour Sheila plus précieux que de l'or. La grande bibliothèque en chêne massif, héritée de son grand-père, contenait des livres aux reliures usées, mêlant classiques et manuscrits familiaux. Le secrétaire en acajou, orné de petites sculptures délicates, avait servi à sa mère pour écrire des lettres jamais envoyées. Autant d'émotions figées sur le papier. Chaque chaise, chaque table, portait la marque du temps et des mains qui les avaient façonnées.